La santé et l'accès à la santé doivent être la priorité absolue de la communauté internationale parce que la santé, c'est la condition de possibilité de l'homme, c'est la condition de réalisation de sa finalité au sens aristotélicien. Et le développement économique et la finance doivent rester des moyens au service de cet objectif d'améliorer la santé et d'atteindre le plus haut niveau de santé pour chacun des individus sur la planète. Alors en quoi la santé est géopolitique? D'abord parce que c'est un domaine par lequel s'exerce un pouvoir très important d'influence des États et des organisations interétatiques au plan mondial et au plan territorial des pays pauvres et des pays à revenus intermédiaires. L'aide au développement, par exemple, sa répartition suit des relations que les États entretiennent avec leurs anciennes colonies, qui sont donc très géopolitiques. L'Angleterre finance beaucoup des programmes de développement et des programmes de santé dans les pays d'Afrique anglophone, donc les pays d'Afrique de l'Est, pendant que les priorités du CICID en France, du Comité interministériel de coopération internationale de développement, privilégient les États d'Afrique francophone, les États du Sahel, les États les plus pauvres de la région. Donc on voit bien que les traditions historiques sont encore très maintenues et que l'aide et les questions de santé et développement restent très géopolitiques. Alors en quoi c'est un enjeu stratégique? C'est un enjeu stratégique très important. La stratégie posant la question du comment on améliore la santé, comment on développe des systèmes de santé, comment on réagit à une émergence qui se produit dans une région, dans un pays de la planète. Et la question stratégique est très importante parce qu'elle est très complexe, très difficile. Bien sûr, certaines réponses relèvent du secteur de la santé, mais d'autres relèvent de manière évidente du secteur de l'éducation, du secteur de l'agriculture, du secteur donc de la question du développement, de l'épanouissement, de l'émancipation des femmes, et toute une série de secteurs comme ça qui sont favorables à la santé mondiale aussi également. Oui, tout à fait. Les violences en général et les violences extrêmes ont un impact considérable sur la santé. D'abord en raison des évidentes urgences qui sont à traiter associées à ces violences, mais aussi parce que ces violences font en sorte que le système de santé ne peut plus, n'est plus en général en situation de produire les soins qu'il produit d'habitude. Et ça ajoute énormément à la charge de santé en addition aux violences. Et d'autre part, le point sur lequel je voudrais insister à ce propos et qui est d'actualité, ce sont les violences exercées à l'encontre des soignants, des médecins, des personnels de santé, des infrastructures de santé, le bombardement des hôpitaux, euh, des ambulances, des équipements, et qui pose une question différente selon que c'est l'État qui est à l'origine de ces violences ou même les populations, comme on le voit dans certains pays où les conflits armés en Afrique francophone, par exemple, en ce moment. Quand c'est l'État, avant les violences en Syrie, par exemple, les bombardements systématiques quasiment des hôpitaux, et on le voit à l'aide dans ces derniers jours, pose une question extrêmement sérieuse du respect du droit ou du non-respect du droit, mais aussi la question de qu'est-ce qu'un État, puisque l'État, à sa fondation, a pour vocation, donc au XVe et au XVIe siècle, d'assurer justement la sécurité des citoyens. Et si un État contribue à bombarder ses citoyens et les personnels de santé, et ceux-là même qui peuvent vous sauver dans une situation de guerre, alors qu'est-ce qu'un État, qu'est-ce que le droit aujourd'hui? Et je pense que ce serait important d'associer aux discussions des juristes, aux discussions des humanitaires, aux discussions des politiques, des philosophes, beaucoup plus, on attend beaucoup plus des philosophes, je pense, sur ces questions en ce moment, de la philosophie politique, de la philosophie du droit, pour tenter d'avancer sur la réflexion, parce qu'on assiste vraiment à une déliquescence de nos institutions en général, pas seulement dans ces pays-là, et on doit réfléchir à ce que deviennent nos sociétés si ces institutions fondatrices comme le droit, la souveraineté, l'État sont menacées.
Ce que nous voulons montrer avec Joseph Brunet-Jaillé dans cet ouvrage, c'est que les inégalités qui existent dans ces pays, des inégalités de santé, des inégalités de développement économique, social, ne sont pas le fait des seules situations locales, mais que l'aide et les politiques d'aide et les stratégies d'aide au développement contribuent à accentuer les inégalités du fait qu'ils ne choisissent pas en priorité des réponses stratégiques à des problèmes de santé ou des besoins fondés, donc documentés à partir de données épidémiologiques, mais ils vont décider de priorités de santé ou de développement fondées sur des questions justement des choix politiques, des choix géostratégiques, des choix économiques, par exemple, et d'où la très grande inégalité, la très grande iniquité d'accès aux soins dans ces pays, qui n'est pas seulement donc le fait de situation locale, mais aussi le fait des choix stratégiques de l'aide. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez, parce que les discours des institutions internationales sont justement de vouloir combler, pallier les difficultés, pallier les inégalités. Et on a beaucoup ce discours de réduction des inégalités, etc., dans les politiques et stratégies d'aide. Mais si on regarde de près, en évaluant la mise en œuvre de ces politiques de développement et de leurs stratégies sur le terrain, on se rend compte qu'elles sont parfois parfaitement inéquitables et génèrent beaucoup d'inégalités, au contraire du discours. D'abord, ces organisations sont de plus en plus sous influence. On le voit à l'OMS, sous influence des lobbies. Ça, c'était déjà connu, l'agroalimentaire, le tabac, l'alcool par exemple, mais aussi de l'industrie pharmaceutique. Mais là, il y a une influence qui est moins documentée et moins visible, c'est l'influence des fondations philanthropiques sur ces institutions internationales, et dont la fondation Bill and Melinda Gates, qui place maintenant ses conseillers auprès de la directrice générale de l'OMS ou dans différents départements de ces institutions. Et ça pose la question de la légitimité, parce que si la santé mondiale est désormais pilotée par une fondation dite philanthropique ou par Bill Gates, à coup de financement extrêmement volumineux et de placement de techniciens, quelle est sa légitimité? Il n'a pas de mandat, ni des États, ni des sociétés civiles, ni des peuples pour piloter la santé mondiale. Et ça pose la question de sa compétence. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de moyens et beaucoup de personnel et une vocation philanthropique que on est sûr de l'efficacité, de la pertinence des interventions qui sont financées. Donc il faut faire attention à cette question de sous-influence, et ça c'est une critique qui peut être adressée et qui doit être plus élaborée. D'autre part, ce sont des agences, et là je vais parler plutôt en donnant un exemple de l'ONU-SIDA, qui communiquent des données qui ne sont pas fondées scientifiquement, mais plutôt des données de communication. C'est-à-dire que dans toute dans tout ratio de santé publique, l'épidémiologique et la science de nos métiers nous indiquent que le dénominateur doit être la population cible des interventions qui sont menées, et pas la population qui utilise les services de santé. La population cible est beaucoup plus large, elle se situe au sein du pays, et alors que la population qui fréquente les services de santé est beaucoup plus basse, et très basse en général dans les pays qui nous intéressent. Donc les taux sont modifiés d'autant, et la communication permet non pas de décrire la réalité, puisque la réalité doit parler des populations cibles, mais de décrire ce que l'agence fait de bien. Donc l'objectif est tout à fait différent. Et cette emprise, cette prise, enfin, la communication a pris le dessus sur la science, et nous pouvons regretter que les agences donc, communiquent à partir de données qui les arrangent en quelque sorte pour faire valoir plutôt leurs prestations que les réalités locales. Mais ce qui est très regrettable, c'est que les journaux scientifiques également reprennent ces données de communication, se faisant écho, un peu comme les journalistes d'ailleurs le font dans la presse, écho des départements de communication des agences, au lieu d'analyser les choses et de donner les vrais chiffres, les chiffres scientifiques, les chiffres de l'épidémiologie, les chiffres de la santé publique dans ces pays. Donc, si nous insistons beaucoup sur ces éléments, ces commentaires dans le livre, c'est qu'il nous semble que nous ne pouvons pas préparer l'avenir
ensemble et en particulier accompagner les pays d'Afrique de l'Ouest en ce moment où la croissance démographique est absolument sans précédent dans l'histoire de l'humanité, tant du point de vue de son ampleur que du point de vue de son rythme, nous ne pouvons pas accompagner ces pays où les autorités sanitaires ou de développement en charge dans ces pays ne peuvent pas prévoir ou anticiper l'avenir à partir de données qui sont masquées ou d'études qui ne sont pas menées ou de la recherche. Donc la question des savoirs, de la recherche est très très importante, à la fois pour avoir une idée très précise de ce qui se passe sur le terrain et actuellement et de pouvoir prévoir ce qui peut se passer dans l'avenir. Parce que l'émergence de l'épidémie d'Ebola dans une région qui n'avait pas connu du tout ce type de maladie, qui était cantonnée à l'Afrique centrale jusque-là, doit nous faire nous poser des questions sur non seulement l'état de ces pays en général, l'état des systèmes de santé en particulier, mais aussi peut-être nous amener à réfléchir à ce paradoxe qui aurait voulu que le sida ayant été décrété question de sécurité internationale à New York en 2000 et 2001 aurait ramassé vraiment la très grande partie des financements de l'aide de la santé mondiale aux dépens du développement des systèmes de santé qui sont complètement à plat dans cette région d'Afrique de l'Ouest et qui aurait pu être peut-être donc phénomène qui aurait pu être à l'origine de l'émergence et sinon de l'émergence en tout cas la propagation très rapide de l'Ebola dans la région. Donc à vouloir qu'une maladie, le sida, soit une question de sécurité, on a peut-être finalement produit l'émergence d'une autre maladie, Ebola, 15 ans plus tard, dans la même région, menaçant la sécurité sanitaire de la région et peut-être la sécurité sanitaire au plan international. Et encore, pour l'instant, il peut y avoir une autre émergence parce que la situation n'a pas été abordée de manière très sérieuse sur le plan des systèmes de santé pour l'instant. Et la région n'a pas dit son dernier mot, notamment dans le cadre de la croissance démographique et de la promiscuité que ça suppose en termes de vie, d'habitat, d'hygiène et de santé en général.